Bonsoir. Code 243 revient ce soir avec un invité de marque en la personne du directeur du cabinet du président élu de la République démocratique du Congo, M. Etienne Tshisekedi, à savoir Albert Moleka. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Nous l'avions reçu en 2012 et il revient encore cette année, 2013, comme il est en visite ici aux États-Unis. Et avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de la situation politique interne en RDC, mais également parler de la politique internationale et pourquoi pas de ce qui se passe dans la diaspora. Chers amis spectateurs de Code 243, la nouvelle que nous avons aujourd'hui, dimanche 24 février 2013, est la signature de cet accord à Addis Abeba. Est-ce que nous pouvons commencer par là? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que c'est vraiment l'actualité et comme on sent déjà à quel point cet accord provoque des remous tant dans la société congolaise que même à l'extérieur, car ce qui est assez paradoxal, malgré tous les efforts que le secrétaire général Ban Ki-moon a consenti depuis le mois de décembre pour rédiger, proposer ces différents drafts de cet accord, on sent qu'il n'y a pas unanimité même au sein de la communauté internationale et même au sein des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, ce qui fait que certains analystes et certains experts donnent très peu de chance en fait à cet accord. Mais je pense que le plus important, c'est en ce qui concerne les Congolais, puisque en fait, le cœur de cet accord, c'est la situation en République démocratique du Congo. Exact. Et à ce sujet-là, il est à regretter que les Congolais, toujours comme d'habitude, réagissent en retard. Ils tirent chacun de son côté, alors que, et c'est si je peux me permettre déjà de lancer un message clair aux Congolais, c'est de dire que, chers frères, sachez que les initiatives dispersées, individuelles, à l'extérieur, c'est-à-dire dans les centres, les milieux de décision, parce qu'il faut être réaliste d'un côté et pragmatique de l'autre. Dans ce monde, il y a des centres de décision. Ces centres sont influencés soit par les grandes puissances que nous connaissons, les membres du Conseil de sécurité, soit par les peuples eux-mêmes, les peuples souverains. C'est pourquoi nous insistons toujours dans le sens de dire qu'il appartient aux Congolais eux-mêmes de savoir déterminer exactement ce qu'ils veulent. Et lorsque vous avez déterminé ce que vous voulez, comprenez qu'il y a certains chemins, certaines stratégies à emprunter, à mettre sur place afin d'atteindre l'objectif. Et il sera très très difficile aux Congolais de voir leurs intérêts défendus ou même tenus en compte tant qu'il n'y aura pas un sentiment d'harmonie, un sentiment d'unité lorsque nous lançons ces combats pour nos droits. Nous avons des exemples historiques, même dans ce pays, Martin Luther King. On parle souvent des Gandhi ou même des Nelson Mandela. Vous voyez, les grands personnages qui ont accompli des grandes choses. Mais ces grands personnages, ils ont obéi à une certaine logique. La logique qui veut que lorsque vous partagez ne fût-ce que le même objectif final avec quelqu'un, alliez-vous avec lui, faites le travail ensemble. Une fois que cet objectif est atteint, mais chacun a sa particularité et s'il y a des différends, vous les traitez. Il faut toujours qu'il y ait une priorité et même une hiérarchisation des objectifs et aussi des intérêts. Puisque aujourd'hui, personne n'est au-dessus du Congo. Personne n'est plus important que le Congo. Abraham Lwakabwanga n'est pas plus important que le Congo, tout comme Albert Moleka n'est pas plus important que le Congo. Joseph Kabila n'est pas plus important que le Congo. Etienne Tshisekedi n'est pas plus important que le Congo. C'est le Congo qui est le plus important. Et il nous appartient de comprendre ça et d'adapter toutes nos actions
à cet axiome que c'est le Congo qui est le plus important et que alors chacun puisse exactement jouer son rôle. Et je crois que pour revenir plus particulièrement au sujet de cet accord, les Congolais ne doivent pas être découragés, parce que j'ai reçu des coups de fil déjà durant la journée, comme si pour certains c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, pour d'autres c'est le désespoir complet. J'ai dit mais non, si vous lisez cet accord, vous vous rendez bien compte qu'il y a un grand vide en ce qui concerne tout ce qui tient à cœur aux Congolais. Qu'est-ce qui tient à cœur aux Congolais? La crise de légitimité, l'absence d'un leadership légitime. Les Congolais savent qu'ils ont voté pour Étienne Tshisekedi, mais c'est M. Kabila qui a été élu. Et là, il nous appartient aussi de comprendre, de comprendre une chose. Les intérêts de certains pays sont tels que pour ces pays-là, ça ne leur coûte pas grand-chose d'accepter un dirigeant illégitime au Congo. Tant qu'il continue à tirer profit. Tant qu'il continue à tirer profit. C'est à nous que ça coûte cher. C'est à nous que ça coûte cher en vies humaines, en occasions, opportunités ratées de développement, et nos ressources nationales qui continuent à être pillées au plus haut niveau de l'État. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, je pense que, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Si cette signature peut encore galvaniser les Congolais, dans le sens de rectifier tant soit peu le tir, et pouvoir définir ensemble quel est cet objectif commun que nous visons, ce Congo qui nous appartient à tous, quelle est la priorité numéro 1, quelle est la racine à la base de tous nos problèmes. Cette racine, je crois, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est le problème de légitimité au sommet de l'État. Alors que tous ceux qui reconnaissent ceci comme racine puissent travailler ensemble pour ne plus fût-ce que régler d'abord ce problème. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce genre de langage, que les gens se mettent ensemble, et certains ont peur même d'en parler, de peur d'être taxés de collabos à droite et tout des noms d'oiseaux à gauche. Mais une chose que je répète souvent aussi, c'est que notre pays est à un moment où il a besoin de fils courageux, qui n'ont pas peur d'être mal compris ou incompris, qui par la grande majorité, qui n'ont pas peur d'être insultés, de voir des campagnes menées contre eux, contre leur réputation. Je crois qu'il y a des sacrifices qu'il faut savoir faire pour son pays, et il faut toujours s'attendre à une grande opposition, à des obstacles, lorsque l'objectif est d'abord très important, et surtout lorsque la cause est juste. Lorsque la cause est juste, vous l'avez entendu, j'ai tout comme l'impression qu'il y a une grande ouverture que vous êtes en train de faire et un appel à un peu plus de coalition, compte tenu, lorsque nous voyons le paysage politique congolais aujourd'hui, voir que l'opposition est un peu parsemée, il n'y a pas une cohésion, on va un peu dans tous les sens. Est-ce que cette opposition, fameuse opposition qui par ailleurs, un exemple clair, ce serait cette démarche qu'ils ont entreprise au niveau du dialogue intercongolais proposé par Joseph Kabila, qui serait venu présenter par l'entremise de M. Eugène Diomi le plan que l'opposition proposait, qui a reçu un niet de la part du président élu. Qu'est-ce que... Écoutez, tout d'abord, lorsque vous parlez d'ouverture en ce qui me concerne, s'il y a une leçon que j'ai toujours tirée de la personnalité et du caractère du président Étienne Tshisekedi, c'est non seulement la consistance, mais il y a certains principes et certaines valeurs auxquelles il faut rester attaché. Mon frère,
le Congo appartient à qui? À tous les Congolais ou à quelques Congolais? Dans mon entendement, le Congo n'appartient pas aux Congolais de l'opposition ou aux Congolais d'une certaine majorité ou aux Congolais d'une certaine tribu, mais à tous les Congolais. Donc, il faut que tous les Congolais le comprennent et se parlent entre eux. C'est ainsi que j'ai récemment dit que je suis un peu mal à l'aise lorsqu'on me parle de dialogue comme une histoire extraordinaire ou spéciale. Comment voulez-vous bâtir un pays si vous n'échangez pas vos idées? Comment voulez-vous bâtir un pays s'il n'y a pas ce choc des idées? Le problème et le danger pour les Congolais, c'est que nous avons tendance à privilégier de plus en plus l'ostracisme, le rejet et la haine. Et ça, c'est très dangereux parce que les adversaires du Congo, tant en interne qu'en externe, ont commencé à très bien cerner cette personnalité du Congolais et ils en profitent. Écoutez, nos adversaires savent très bien que si nous parlons de l'opposition, ils savent très bien que l'opposition congolaise éprouve et a toujours éprouvé de réelles difficultés, non seulement à s'unir, mais même à se parler. Même à se parler. Et j'estime que c'est très dangereux parce que, vous savez, les amis nous le dit, je crois, la délégation de l'opposition qui a été reçue par le président Hollande lors du sommet de la francophonie, l'a bien entendu leur dire, écoutez, si vous n'arrivez pas à travailler ensemble, vous serez dans l'opposition pour des années. Et il a dit, je sais de quoi je parle. Donc, je crois qu'il faut un peu normaliser tout ce côté relationnel entre Congolais, dédramatiser, peut-être désamorcer certaines tensions entre groupes ou entre personnes, parce que les enjeux qui concernent le pays, les enjeux qui concernent notre population sont trop importants. Il ne faut pas pactiser avec le diable. Il faut lutter contre les compromissions. Mais il n'y a pas de politique sans compromis non plus. Il n'y a pas de politique sans compromis. Et le compromis est différent de la compromission. Quand vous ne voulez pas de compromis, vous risquez d'afficher des attitudes qui apparaîtraient comme dictatoriales. Je crois que le compromis, c'est ça qui est... c'est un fruit de l'esprit démocratique. Et nous tous, la plupart d'entre nous du moins, partis politiques ou société civile, nous prétendons défendre ces valeurs démocratiques. Je crois que faisons toujours les efforts pour le montrer dans nos actes. Deuxièmement, lorsque vous parlez d'un dialogue qui a été, je ne sais pas, initié ou lancé proposé par Joseph Kabila, excusez-moi, mais dans toutes les déclarations que j'ai lues de Joseph Kabila, je n'ai pas vu une quelconque proposition de dialogue. Ça, c'est point numéro 1. Et je crois que c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas de proposition concrète de dialogue venant de Joseph Kabila, puisque lui-même sait à quel point il est confronté à une absence totale de légitimité. Je crois que lorsqu'un dirigeant politique fait une déclaration, il faut très bien lire les mots qui sont utilisés. Je crois que les mots qui ont été utilisés dans son discours, c'est la proposition d'un cadre de concertation. La proposition d'un cadre de concertation. Bon. On remarquera que cette proposition n'est toujours pas là. Vous l'avez déjà refusée, là. Non, mais laissez-moi, je vais chuter. Cette proposition n'est toujours pas là. Ce qui veut, alors que cette déclaration a été faite fin décembre, début janvier,
Ce qui fait que ça dénote déjà un sentiment d'inconfort dans la personne de M. Kabila. Exact. Donc, lorsque une personne déjà se sent inconfortable et n'arrive pas à mettre sur la table une proposition dont il aurait parlé. Mais il y a, vous savez, en spiritualité, on parle du poids du péché. Deonanga, soki oyibaki eloko mutu, ata olakisi ndenge nini na libanda, mais na mutu oyebi koza moyibi. Et le body language même pourra parler. L'attitude de l'opposition en particulier et de la plupart des Congolais en général a été de refuser le dialogue, un dialogue qui serait initié par M. Kabila pour raison de manque de légitimité. Et certains font plutôt la proposition d'un dialogue facilité par une personne à la crédibilité affirmée au niveau international. Mais globalement, pour en revenir encore, bon, l'idée d'un dialogue, ce n'est pas une idée qui date d'hier. Je crois déjà après la mascarade électorale, plusieurs acteurs politiques, étrangers et locaux, avaient dit qu'il y a nécessité d'un dialogue. Il y a nécessité d'un dialogue pour faire abaisser les tensions et essayer de rectifier ce qui a été fait durant la gestion de ces élections. Oui, en fait, pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous recevons le directeur de cabinet du président élu, M. Albert Moleka, qui est avec nous dans ces studios. Revenons à ce dialogue proposé par Joseph Kabila, qui était en fait à la suite de ce qui se passait dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec l'attaque du M23. Je crois que se sentant aussi en insécurité de l'extérieur, il lui fallait conforter plus ou moins sa position à l'intérieur. Que pensez-vous? Quel est votre avis sur ce qui se passe à Kampala? Parce que le M23, lisant ce qui a été signé aujourd'hui, nulle part il est condamné dans les accords qui ont été signés aujourd'hui à Addis Abeba. On ne fait aucune référence de la démilitarisation de ce M23. Donc on risque de se trouver dans une situation un peu de statu quo avec des forces en présence qui, d'après l'ONU, sont en train de mieux s'organiser et pratiquement de gérer l'Est du Congo. Quelle est votre lecture en fait? Mais lorsque vous parlez du M23, militairement, vous avez affaire, vous parlez appelons ça une organisation, qui s'est permis ou qui a pu prendre une ville majeure et une ville symbolique, c'est-à-dire la ville de Goma, en présence de la MONUSCO, donc de l'ONU, donc en présence de la puissance militaire de la communauté internationale. Qui vous dirait qu'elle n'a pas reçu mandat pour... Oui, elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu mandat, tel que M. Latsous avait dit, elle n'a pas reçu mandat pour bouffer du M23, pour le paraphraser un peu. Mais cela étant dit, la symbolique de la prise de Goma par le M23, et pour certains, et dans des rapports un peu détaillés, avec l'appui de l'armée rwandaise, fait que la communauté internationale a été obligée elle-même de prendre une initiative. Oui, pour parler de Kampala, c'est une initiative de la CIRGL. Mais la réponse à la prise de Goma, c'est ce qui vient d'être signé à Addis Abeba. Donc, il faut savoir dissocier les deux. D'ailleurs, l'absence du président Museveni m'a fait un peu tiquer, en disant, bon, peut-être pense-t-il qu'on va lui enlever le morceau de pain de la bouche. Et je ne serais pas étonné que dans les semaines à venir, nous voyons des nouveaux groupes armés prendre forme dans le Nord Kivu
et qui serait, vous savez, cet éternel recommencement que nous avons toujours connu. Mais pour reprendre encore concernant le M23, le M23, pour moi, c'est une structure tout d'abord assez complexe. Ça me fait penser un peu à ce monstre de la mythologie grecque qu'on appelait l'hydre de Lerne et qui avait plusieurs têtes, plusieurs corps. Ce n'est, en tout état de cause, ce n'est pas une organisation, disons, compacte et totalement homogène. Le plus important, je crois, c'est, vous savez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et quels sont les fruits du M23? Par rapport à la population, on voit tout de suite que l'action du M23 a encore accentué la précarité de la situation de nos populations au Sud Kivu. Certains diront que, bon, au niveau politique, le fruit, c'est quoi? C'était encore un affaiblissement de M. Kabila pour le pousser à rechercher cette négociation à Kampala et à redevenir un peu le centre de des intérêts de la communauté internationale, d'où ce cadre de paix et le document qui vient d'être signé à Addis Abeba. Là où le bas blesse, c'est que au-delà d'un affaiblissement de M. Joseph Kabila et de son régime tel que ça peut apparaître dans un premier temps, c'est la RDC qui est complètement affaiblie. Car cet accord, si vous regardez bien, ce qui se cache derrière cet accord, c'est une mise sous tutelle complète de notre pays et nous devons absolument combattre cela. C'est une mise sous tutelle de la RDC avec une nébuleuse genre SIAT qu'on a eu à l'époque du 1+4. Maintenant, c'est 11+1. Avant, c'était 8+1. Il serait très intéressant de voir quelle personnalité M. Ban Ki-moon va désigner comme son envoyé spécial. On parle de M. Chartres. Et je pense que c'est un des candidats, c'est un des noms qui sont avancés. Et puis, comprendre aussi que la nomination d'un tel envoyé met à mal un peu l'importance ou la nature des fonctions de M. Miss. Et je pense peut-être que ça serait déjà une bonne chose et ne fût-ce qu'une petite victoire pour la cause congolaise si les fonctions de M. Miss et sa mainmise sur la situation politique au Congo se trouvaient assez diluées, pour ne pas dire un peu neutralisées. Est-ce que, c'est aussi une des questions que j'avais, la nomination de John Kerry, sénateur Kerry, au département d'État, connaissant l'importance et le rôle qu'a joué Madame Hillary Clinton, Johnny Carson de côté, en fait, tous ceux qui ont fait un grand lobby pour nos voisins, est-ce que cela serait-il prémonitoire de meilleures solutions pour la RDC, à votre avis? Bon, tout d'abord, je dois faire l'observation suivante. John Kerry, c'était un second choice. C'était le deuxième choix. Il ne faut pas oublier que le premier choix, c'était Susan Rice. Exactement. Qui a servi d'ailleurs de soupape pour protéger. C'était Susan Rice. Maintenant, John Kerry, je crois que vous connaissez assez bien la mentalité politique américaine et aussi comment la politique étrangère américaine se définit. La politique étrangère américaine ne se définit pas par rapport à un individu. Il y a d'abord les intérêts définis par l'Amérique elle-même, et ce sont des intérêts qui, très souvent, passent même
d'une présidence à une autre. Exact. Ce n'est pas que lorsque un président démocrate arrive, la politique étrangère des États-Unis change de but en blanc. Non. Il y a des constantes et le secrétaire d'État en fonction, il travaille dans le cadre de ses intérêts bien définis par l'administration américaine. Il est évident que John Kerry est très différent de Mme Susan Rice et de Mme Hillary Clinton. D'abord dans le sens du fait qu'il est francophone, pour ne pas dire francophile. De deux, il a très longtemps présidé la commission sénatoriale des affaires étrangères. Donc, par exemple, par rapport à son prédécesseur, Mme Hillary Clinton, il connaît déjà à fond tous les dossiers concernant la politique étrangère américaine. Mais en termes maintenant de priorité, il ne faut pas croire que parce que John Kerry est là, parce que John Kerry a été sénateur du Massachusetts et qu'au Massachusetts, il était en contact avec la diaspora congolaise, il ne faut pas non plus trop anticiper et croire que, vu cela, son arrivée va bouleverser la hiérarchisation des intérêts de la politique américaine. Je crois que, encore une fois, c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent faire de sorte que la RDC occupe une position, une place très importante dans la politique étrangère américaine. Il appartient aux Congolais, par leur détermination de défendre leurs intérêts bien définis, parce qu'il y a aussi un problème qui est que les intérêts des Congolais ne sont pas très bien compris, que ce soit ici à Washington ou dans d'autres grandes villes. Nous n'arrivons pas très souvent à bien articuler nos intérêts, et très souvent parce que nous travaillons dans la dispersion totale. Travaillons dans la dispersion totale, et vous en parlez. Nous allons naviguer, nous sommes au niveau de la diaspora. Et vous l'avez si bien signifié concernant John Kerry demandant, c'est un appel à cette diaspora congolaise. Là, je voudrais rappeler à ceux qui vivent avec nous aux États-Unis ce travail qui a été fait, qui nous a amené à ce qui est des public hearings au niveau du Congrès. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, c'est toujours ce dialogue, ce rapprochement, des actions simultanées de la rue, tout comme celle du lobby, pour pouvoir faire entendre nos voix. Nous en sommes au niveau de cette diaspora. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une sorte d'éclatement, une guéguerre dont on ne sait d'où elle est partie, suite à ce que certains appelaient le traité de Nice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Au sujet de l'état de la diaspora? Non, ou au sujet du... Non, c'est un traité de Nice qui a... il y a eu la divulgation d'un document sur le net qui a fait qu'aujourd'hui, la cohésion qui nous semblait être déjà de mise dans la diaspora pour l'atteinte d'un objectif commun, aujourd'hui, nous avons l'impression que chacun tire de son côté et que nous avons besoin de retourner, de hiérarchiser encore une fois nos priorités de manière à ce que l'individualisme dans ce combat perde sa place au profit de la masse. Il y a eu un traité de Nice qui aurait été signé par des pro-UDPS et de l'autre côté des pro-Apareco. Mais ce fameux traité, certains disent qu'il n'existait pas. Votre responsable de la communication l'a complètement nié. Je voudrais avoir juste votre avis. Parce qu'au niveau du haut sommet, on n'a rien entendu de la part du UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Mais tout d'abord, je crois que justement, si vous n'avez pas entendu une prise de position, une réaction officielle de la présidence de l'UDPS, et en plus de directeur de cabinet, je suis porte-parole du président de l'UDPS, c'est simplement pour la simple raison que le président
Tshisekedi ne se sent en rien concerné par ce traité de Nice. Et ça, je le dis d'une manière claire. Il n'est en rien concerné par ce traité de Nice. Il n'est en rien partie prenante à ce traité de Nice. C'est cela la position du président Tshisekedi. Mais là où je vais dire, je ne suis pas d'accord et je crois que la diaspora doit faire très attention. Si maintenant on prend ce traité de Nice comme raison de se diviser, de commencer à s'insulter, à réveiller des anciennes blessures. Mais écoutez, imaginez que vous utilisez quelque chose qui en fait n'a aucune existence matérielle, hein, qui n'a aucune incidence sur les enjeux actuels, hein, du pays et des Congolais. D'ailleurs, combien de Congolais connaissent ou ont entendu parler d'un traité de Nice ou quoi? C'est le moindre de leurs soucis. Hein. Mais prendre ça comme cause ou comme raison pour... j'allais utiliser le terme pour divorcer. Hein. Je crois que c'est très dangereux et c'est quelque peu enfantin. Personnellement, j'ai suivi un peu les différentes péripéties dans la diaspora par rapport à ce débat, si je puis dire. Et je crois qu'il y a eu trop rapidement, on a laissé la voie à, vous savez, à des vieux démons, le tribalisme, des vieux démons qui veut dire de ne pas non plus accepter que les gens aient pu changer. Vous savez, je vais vous dire, à maintes reprises, moi-même qui vous parle, comme disait le maréchal, j'ai été la victime de plusieurs campagnes. Vous comprenez, Albert Moleka de l'Équateur, et puis famille proche de Mobutu, comment Tshisekedi peut le prendre à ses côtés, comment peut-il le tolérer à ses côtés? C'est un... tout ce que vous voulez, des traîtres ou je ne sais quoi. Mais un jour, j'ai entendu Étienne Tshisekedi lui-même dire à des gens, mais écoutez, si moi-même qui étais dans le MPR, j'ai changé, est-ce que les autres ne peuvent pas changer? Bon, je crois qu'il faut... Il est très dangereux. Il est très dangereux. Et là, je demande à tous les amis qui pratiquent ce genre de stratégie pour détruire les autres, il est très dangereux de condamner, de juger, aussi longtemps que vous-même, vous n'êtes pas sûr que vous êtes sans tâche. Exact. Aussi longtemps que vous-même, vous n'êtes pas sûr d'être sans tâche. Et je crois que c'est un débat, je demanderais, je supplie même tous nos frères qui se sont lancés dans cette dispute tout à fait malsaine, de faire chacun un examen de conscience et plutôt de voir ce que nous pourrions réaliser ensemble au niveau de la diaspora plutôt que de s'entretuer concernant un fameux traité de Nice. Quel est le Congolais aujourd'hui qui pourrait accepter, écoutez, soyons un peu logiques, quel est ce Congolais qui pourrait accepter que une partie du territoire soit déjà promise ou quoi à des étrangers pour faire ceci ou pour faire cela? Et aucun Congolais ne peut accepter ça. Et nous, en tant qu'acteurs politiques,
encore moins, puisque c'est un des reproches majeurs que nous faisons à ce régime. Écoutez, monsieur Kabila et certains de ses proches, étrangers et nationaux, sont en train et continuent à ce jour à piller la Gécamine, en prenant les plus belles concessions à travers des sociétés écrans pour vendre à des prix faramineux à des entreprises étrangères. Dans lesquels ils se retrouvent aussi. Dans lesquelles ils se retrouvent aussi. Nous combattons ça, et alors d'un autre côté, nous allons appliquer les mêmes méthodes, et que pourrons-nous dire en face d'eux-mêmes, devant eux-mêmes. Ça ne fait que nous affaiblir. Donc je crois que il s'agit de reprendre un peu nos esprits. Les signataires de ces documents concernant un Conseil national congolais et le traité de Nice, certains, ce sont des amis et des frères que nous connaissons très bien, avec qui nous sommes en très 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 bonne relation. Bien sûr, chacun peut avoir son avis sur telle ou telle initiative, mais en fin de compte, c'est l'avis des Congolais qui prime et l'intérêt des Congolais qui prime. L'avis et les intérêts des Congolais qui priment. Je crois que c'est aussi un appel, vous l'avez bien suivi, à cette diaspora dans laquelle nous tous vivons, pour que nous puissions, une fois pour toutes, cesser le feu, nous regarder en face, nous redéfinir nos priorités et partir de plus belle, parce que nous avons intérêt à arracher ce pays de la gabégie dans laquelle il se retrouve actuellement. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et je voudrais vraiment que nos frères comprennent ce que je vais dire, et que je suis conscient que même en disant certaines de ces choses, je me mets en danger. Mais comme vous savez, lorsque vous décidez de faire l'opposition au Congo, vous acceptez le danger. Savez-vous que le fameux bloc qui a constitué comme une pierre d'achoppement avec l'Angola, et dont à propos duquel le ministre, bloc pétrolier, oui, le ministre des hydrocarbures de M. Kabila, début janvier, a dit que non, les négociations avec le gouvernement angolais ont commencé, tout ça. Mais ce bloc a déjà été vendu depuis le 24 octobre. Je vais dire ceci, voilà, la conséquence, c'est quoi? Chaque pays, chaque voisin a ses intérêts par rapport au Congo. Ne vous étonnez pas si, dans les temps qui viennent, tous ces pays-là, signataires ou quoi, se montrent très très durs par rapport aux opposants congolais qui vivent chez eux. Ou à ceux qui préparaient des coups à partir de leur territoire. Puisqu'en quelque sorte, certains, ce que eux ils voulaient obtenir de M. Kabila, ils l'ont obtenu. Eux, ils ne vont pas sacrifier leurs intérêts pour la vie ou le sang des Congolais. Et ça, ce sont des problèmes majeurs, des problèmes importants qui devraient nous préoccuper. Alors, lorsqu'il y a ce genre de comportement que nous combattons, que nous attaquons, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous lancer dans des attitudes similaires. Je crois que nous avons besoin de toutes les énergies, de tous les cerveaux, de toutes les connaissances qui se trouvent au sein de la diaspora, du pays aussi, mais nous parlons plus spécifiquement de la diaspora, puisqu'il y a beaucoup d'informations et de renseignements même sur des choses très importantes du pays qui ne sont accessibles qu'à l'extérieur, ou qui sont plus facilement, si vous voulez, on peut obtenir plus facilement à l'extérieur.
Comme vous le dites, avec une desserte électrique de quoi? De 5 ou 6% de la population de la ville de Kinshasa, qu'est-ce on peut espérer? Une grande ville de 12 millions d'habitants, ça c'est, je cite quelqu'un du PPRD qui l'aurait déclaré pendant la campagne, qu'il y a environ 10%, Francis Kalombo si je peux le citer, 10% de la ville de Kinshasa recevrait l'électricité. Et sur les 10%, donc 1,2 million recevraient l'électricité, 50% regardaient la télévision, donc on descendrait à près de 600 000 personnes qui seraient informés d'une certaine situation. Et encore, si ces 600 000 personnes sont devant la télévision, suivant un programme d'information ou bien la pléthore des programmes qui existent. Donc je crois que c'est là une tâche importante à laquelle le Code de si je peux en profiter justement parce que vous avez cité notre frère Francis Kalombo, je vais un peu passer du coq à l'âne, parce que j'ai suivi aussi sur la toile le débat concernant la filiation de Étienne Kabila. Okay. Je me souviens, Francis Kalombo avec mon frère Frédéric Kitenge avait en leur temps, début 2000, interviewé cette personne qui s'appelait déjà Étienne Kabila. Il avait interviewé en tant que qui? Et je me souviens d'ailleurs, durant la campagne électorale, j'avais demandé que Digital Congo, où travaille mon frère Frédéric Kitenge, puisse repasser cette interview qui était assez intéressante concernant la filiation aussi de M. Joseph Kabila. Donc je crois que M. Francis Kalombo est un témoin assez intéressant si ce débat doit être poursuivi. Voilà. Nous en sommes toujours au niveau de la diaspora. Vous avez entendu ce message qui nous a été donné concernant le traité de Nice. Concernant cette division qui existe aujourd'hui, teintée de beaucoup de tribalisme, il y a un appel au calme, un appel à plus de conscientisation. Nous sommes un même peuple. C'est l'un des grands héritages que nous avions eu du maréchal. Tata Bomoko, Maman Bomoko, Ekolo Bomoko. Je crois que nous avons grandi avec cela et nous appelons, Code 243 fait cet appel, à côté du directeur du cabinet du président élu de la République démocratique du Congo, pour plus de solidarité, de manière à ce que nous puissions arriver à ce résultat, et je crois qu'il est notre objectif commun, celui de reprendre la RDC et d'amener à ce qui a été appelé en fait la vérité des urnes. Parlons-en, vérité des urnes. Il y a une année, je vous ai reçu. Il y a un terme qui était utilisé à l'époque, mais bon, nous sentons comme s'il y a, je vais parler d'émoussement ou bien lassitude. Qu'est-ce qui se passe? La population congolaise est un peu distraite ou un peu moins active. Non, je crois que la population congolaise n'est pas du tout distraite. La population congolaise se bat jour après jour contre la pauvreté, contre l'insécurité, contre les maladies, contre la faim. Mais ce sont des sujets. Nous sommes là à discuter, à parler, c'est bien, mais la population congolaise, il faut bien réaliser que la population congolaise est confrontée à de sérieux problèmes jour après jour. Et elle sait qu'elle avait mis son espoir dans un changement. Elle s'était mobilisée le 28, le 29 et le 30, puisque le pasteur Ngoy Mulunda avait fait quelques prolongations. Elle s'était mobilisée pour obtenir ce changement-là pacifiquement à travers les urnes. Lorsque elle réclame la vérité des urnes, je crois que ça veut dire ceci. Nous préférons avoir un changement pacifique, respectant notre constitution, respectant nos lois, mais en tant que peuple souverain et en vertu de l'article 64, si vous persistez à ne pas nous écouter, qui que vous soyez, vous pouvez être les États-Unis, vous pouvez être Ban Ki-moon, qui que vous soyez, nous avons d'autres possibilités.
Et je pense que tout le monde doit éviter d'arriver au point où la population et le peuple saisissent d'autres moyens pour obtenir le changement qu'il veut. Et je crois que il faut éviter que la vérité des urnes devienne un slogan creux. Puisque lundi dernier, j'étais au Brookings Institution quand M. Johnny Carson a fait son exposé. Je crois que vous étiez là aussi. Souvenez-vous qu'il a dit, finalement, en ce qui concerne les élections de 2011, la chose importante, c'est qu'elles ont eu lieu. Parce que vous comprenez que pour ce responsable américain, la chose importante, c'est qu'il y a eu élection. C'est que, bon, les Congolais, vous avez pu voter. Mais je répète encore une fois, comme je l'avais dit l'année dernière sur ce plateau, les Congolais ont compris qu'on leur octroyait le droit de voter, mais pas le droit d'élire leurs dirigeants. Et les Congolais ne sont pas prêts à galvauder leur droit à désigner leurs dirigeants. Et c'est ça qui est à la source du blocage que nous vivons dans notre pays, un blocage qui nous coûte très cher, mais je crois qu'il est encore temps pour que les gens fassent appel à une certaine raison et commencent à écouter le peuple congolais. Et c'est ça le combat auquel la diaspora doit continuer à se consacrer. Faire en sorte que les différentes administrations dans les pays où vous vous trouvez commencent à écouter un autre son de cloche. Et c'est un travail assidu, c'est un travail qui demande une persistance et une constance pour que les gens puissent écouter. Le peuple congolais, que voulez-vous que le peuple congolais fasse aujourd'hui s'il n'a pas non plus des porte-voix qui donnent qui sortent un discours cohérent? Vous dites une chose d'un côté, moi je dis une chose de l'autre, mais nous prétendons défendre la même cause et le même peuple. Là, dans ce cas-là, le peuple préférera d'abord se consacrer à ses problèmes prioritaires, c'est-à-dire le ventre. N'oubliez pas que ventre creux n'a point d'oreille. Et je crois qu'il appartient à la diaspora de continuer ce combat. Je tiens à répéter encore aujourd'hui que peut-être vous ne vous imaginez pas quel impact avait eu votre mobilisation quand la diaspora s'est levée comme un seul homme dans tous ces pays pour manifester le mécontentement du peuple congolais tout entier par rapport au scandale que sont ces élections de 2011. Ça a fait trembler ces gouvernements. Donc il faut reprendre un peu cet esprit de travail. Cela ne veut pas dire que Tozo Sengabatouba Balana. Non, on ne demande pas que les gens se confondent ou se fondent les uns dans les autres et que vous sacrifiez votre doctrine ou votre philosophie. Non. Mais il y a un objectif commun. Acceptez de vous mettre ensemble pour atteindre cet objectif commun et sachez que votre adversaire, ce n'est pas Abraham Lwakabwanga, je donne un exemple, mais c'est plutôt l'usurpateur au pouvoir à Kinshasa. J'utilise le mot adversaire parce que je n'utilise jamais le terme d'ennemi en politique. Et c'est ça, une fois que nous comprenons ça, je crois que très rapidement, nous allons voir à quel point nous pouvons être efficaces. Regardez les autres pays tels que
la République sœur du Rwanda ou de l'Ouganda. Regardez de quelle manière ils travaillent d'une manière concertée, que ce soit au niveau de leur diaspora, les lobbies, on parle des lobbies rwandais, mais vous pensez que ces lobbyistes rwandais sont des gens qui tous pensent la même chose, que ce sont des robots formatés? Mais non, il y a aussi des dissensions entre eux. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur du Rwanda, là, on sait taire les dissensions et travailler ensemble. C'est vrai, vous en avez le leadership et pour tous ceux qui nous suivent, Code 243, vous avez suivi, nous avons intérêt, population de RDC à l'étranger, tout comme au Congo, à nous relever, reprendre ce combat ou continuer pour ceux qui sont toujours dans ce combat. Et, car la lutte, c'est vrai, le combat est long, mais la victoire, elle est certaine pour ceux qui vont persévérer dans cette voie. Il nous reste 7 minutes, comme me le fait savoir le régisseur. Le président national est sorti, président élu, président national de l'UDPS, le président élu est sorti, est en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de controverses. C'est fini, la résidence surveillée, c'était une surprise, qu'est-ce que c'était? Il aurait même été annoncé à Addis Abeba, mais aux dernières nouvelles, on ne nous a pas confirmé sa présence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ça? Bon, tout d'abord, encore une fois, on remarque que tout ce qui touche au président Étienne Tshisekedi crée les rumeurs ou les interprétations diverses. Sans vous interrompre, je pourrais vous dire c'est par manque de communication. Si la communication était assez suivie, on n'aurait pas de rumeurs. Je vous le concède, je vous le concède. Le président Tshisekedi est parti en Afrique du Sud à l'invitation de la Brent Hearst Foundation, qui est une fondation très, très proche de la famille Oppenheimer. Et c'est une fondation qui organise très régulièrement des conférences sur les problèmes politiques ou les problèmes de sécurité en Afrique. Et à ces occasions, elle convie des hautes personnalités, certaines en fonction, d'autres qui ne sont plus en fonction. Par exemple, cette fois-ci, le président Olusegun Obasanjo était aussi convié. En 2010, nous avions reçu aussi cette invitation. C'est notre frère Valentin Moubaké avait été là-bas. Et le président Étienne Tshisekedi est intervenu avant-hier à cette conférence. Il va utiliser aussi son temps pour évidemment faire quelques rencontres politiques que la représentation de l'UDPS en Afrique du Sud lui a préparées, et bien sûr prendre aussi du repos et en profiter aussi pour rencontrer des médecins pour un check-up tout à fait normal. Voilà, donc vous avez entendu par la voix autorisée la raison du séjour du président élu en Afrique du Sud. Un mot Quant à la résidence surveillée, je tiens quand même à préciser que selon les informations à ma présence, les barrières à l'IMETE ont pour le moment été levées, vu que la personne pour laquelle ces barrières étaient érigées ne se trouve pas là pour le moment. Voyons voir si à son retour, les barrières seront remises. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on pourra se prononcer si la résidence surveillée s'est terminée ou si elle va être encore remise en place en force. Le retour sera-t-il fait dans la même discrétion ou bien on pourra assister à un grand bain de foule? Oh, écoutez, voyons voir, je suis à Washington, nous sommes à Washington, mais nous avons toujours été habitués à un retour d'Étienne Tshisekedi qui attire les foules. Lui-même, personnellement, il ne demande pas ça. Et des fois même, il essaye d'éviter ça. Donc, on verra si ça
Si la date de son retour doit être publiée, il est évident que la mobilisation devra être à la hauteur. C'est ce que tout le monde espère dans la diaspora. Y a-t-il un mot de la fin? Le mot de la fin, je voudrais simplement tout d'abord vous remercier de m'avoir invité et souhaiter bonne chance à Code 243. Vous nous avez manqué, donc nous ne voulons plus qu'il y ait des arrêts. Il faut continuer et demandons aussi à toute personne qui aime Code 23, il faut aussi... Code 243. C'est même 23. Non, non. Le Code 243. Soutenir le Code 243. C'est aussi un ministère et un service public en ce qui concerne non seulement la diaspora, mais aussi la population congolaise. Donc beaucoup de courage. Et en ce qui concerne les frères, les sœurs et tous ceux qui nous suivent, continuez à croire dans le Congo, mais continuez chacun à faire l'effort qui est le vôtre pour que l'intérêt du Congo soit défendu. Il faut bannir la haine. Vous savez, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La haine est une source de colère ou un fruit de la colère. Et lorsque nous cultivons la haine les uns vis-à-vis des autres, le seul résultat sûr, c'est que la volonté de Dieu pour notre pays pourra difficilement s'accomplir, puisque nous sommes les outils de la volonté de Dieu pour notre pays. Et ne jamais oublier non plus que le Congo appartient à tous les Congolais. Il y a des frères qui aujourd'hui travaillent dans le camp de M. Joseph Kabila, mais qui partagent tous les soucis que nous partageons. Mais pour certains, le choix peut être pécunier, pour d'autres, le choix peut être tout à fait personnel, suivant une logique personnelle, mais le Congo appartient à tous les Congolais. Certains peuvent être plus éveillés que d'autres par rapport à ces enjeux. Il appartient à ceux-là de se battre, toujours en cherchant si à gauche tu peux trouver un frère pour t'épauler ou si toi tu peux épauler un frère. Nous les Congolais, nous aimons beaucoup tous être les chefs. Être les chefs. Mais je me suis toujours dit, je crois, lorsque Jésus entrait dans Jérusalem assis sur l'âne, c'est l'âne qui marchait sur les tapis, les pagnes qui étaient jetés par terre. Et si les gens jetaient des fleurs ou quoi, ça tombait sur l'âne aussi. Mais il n'y avait qu'un seul Jésus. Il n'y avait qu'un seul Jésus. Donc beaucoup de courage et toujours s'en remettre au Seigneur pour l'avenir du Congo, notre pays qui a une particularité. Et cela, c'est Nemwanda Ntsemi qui me l'a dit un jour. Il a dit, écoutez, notre pays est le seul pays au monde dont le nom Congo, dans la langue d'une de ses populations, signifie Dieu. Donc, soyons conscients de cela et montrons-nous dignes de cela. Voilà, montrons-nous dignes de cela. C'était un programme qui vous a été proposé ce soir par Code 243. Nous recevions le directeur de cabinet du président élu, M. Etienne Tshisekedi, en la personne de M. Albert Moleka. Pour ceux qui voudront participer à nos émissions, de grâce, veuillez nous envoyer un email à notre adresse qui va s'afficher au bas de cet écran, ou bien en nous appelant simplement au 01 240 432 16 14. Monsieur Albert, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'espère que la troisième émission, nous pourrons la faire cette fois-ci à Kinshasa. Lorsque la situation du Congo aura changé, c'est une prophétie à laquelle je vous prie de pouvoir prier et surtout agir pour qu'elle soit mise en pratique pour l'année prochaine ou peut-être à la fin de cette année. Merci bien. Je vous remercie. Merci à vous. Thank you guys. An hour? Straight? Just straight 1.5. Okay, that's Okay. great. So no issues about the mics, anything? What? Actually, I took a sample, so I will go home and take a look at
listen to to the show. Judy?